Donc, le cas clinique, c'est celui d'un homme de 36 ans, ingénieur, sportif amateur qui aime beaucoup le tennis, qui ne fume pas, qui boit pas plus que de raison et qui a des antécédents relativement banals d'eczéma et d'appendicectomie pendant l'adolescence. Il prend aucun traitement et on note qu'il a fait simplement un voyage dans le sud de la France il y a un mois et pas de vaccination récente. Donc, c'est le cas qu'on aime bien voir parfois se présenter en consultation, parce qu'il n'y a pas grand-chose à noter dans les antécédents. Alors, les symptômes sont ceux de douleurs intenses, vraiment, et d'apparition brutale, avec une EVA, vous voyez quand même, à 8 sur 10, au niveau de l'épaule droite, et qui irradie vers le bras. Alors, si on l'interroge, plus ou moins 2 semaines auparavant, il a quand même présenté un petit syndrome pseudo-grippal, avec asthénie, myalgie, un petit peu de diarrhée, mais tout ça sans température et de résolution spontanée. Alors, au 5e jour des douleurs, il va quand même voir son médecin traitant qui diagnostique une tendinite de l'épaule droite en lien avec son activité sportive. Vous avez dit qu'il aimait bien faire du tennis, mais il aimait bien aussi faire plein d'autres sports. Et donc, il est mis sous INS. Malheureusement, il n'y a aucun effet du traitement INS sur ces douleurs, qui restent toujours à 8 sur 10. Et de façon assez étonnante, plus ou moins 10 jours après le début des symptômes, il a l'apparition des mêmes douleurs, mais cette fois-ci du côté contralatéral, à l'épaule gauche, mais quand même de moindre intensité. Vous voyez une EVA plus ou moins à 4 sur 10. Alors, vu l'intensité des douleurs, son médecin va quand même l'emmener faire un scanner de la colonne cervicale où on va retrouver ni pathologie hernière, ni rétrécissement canalaire. Alors, au J16, tout doucement, il y a un abandonnement des douleurs, mais qui font place à un autre symptôme, c'est l'apparition d'une faiblesse musculaire du membre supérieur qui prédomine de nouveau à droite, comme les douleurs, au point que, en quelques jours, il devient incapable de lever son bras et qu'il laisse tomber des objets au niveau avec la main droite. Alors tout ça survient progressivement, mais vous voyez quand même relativement rapidement, et ça l'emmène évidemment à se présenter en salle d'urgence, plus ou moins au 22e jour, avec, vous voyez, donc des paramètres assez banaux, apyrétiques. L'examen clinique, ben, il est anictérique, il y a une auscultation cardiopulmonaire normale, un examen abdominal normal, et si vous examinez l'épaule, vous pouvez voir, parce qu'il a une certaine musculature, qu'il y a une asymétrie et qu'il y a une amyotrophie marquée au niveau du deltoïde droit et on devine du sus-épineux et également une petite amyotrophie, mais plus modérée du biceps, de nouveau à droite. Et l'examen neurologique est surtout déficitaire. Vous allez au testing musculaire avoir un deltoïde droit donc à 2 sur 5, donc un déficit quand même sévère, le biceps droit à 4 sur 5 et le sus-épineux gauche évalué plus ou moins à 4 sur 5. Les réflexes ostéotendineuses bicipitaux sont bilatéralement diminués et il n'y a pas de trouble sensitif majeur à l'examen ni aucun autre déficit au niveau des membres inférieurs. Alors, je ne sais pas si... Ouais, non, je montrerai d'abord la biologie. Donc, la biologie réalisée en salle d'urgence, vous avez un hémogramme banal, des globules blancs normaux, une fonction rénale, un ionogramme normal. Et au niveau de l'enzymologie hépatique, vous avez petite cytolyse hépatique après dominance GPT, minime élévation des gamma-GT, le reste est normal et vous avez un petit syndrome inflammatoire avec 21,5 de CRP pour une normale inférieure à 10. Et donc, je ne sais pas si à ce stade-ci, vous avez déjà des idées et étant donné que le patient va être hospitalisé de la salle d'urgence, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme examen complémentaire durant son hospitalisation? Pour les PG d'abord. Il n'y en a pas un qui a envie de lever le doigt. Pas une idée. Ouais. Un EMG, ouais. Il n'a pas d'anisocorie et la réaction Non. pupillaire est normale. Ouais. Ouais, j'ai vraiment concentré l'examen neurologique, on va dire, à normal. Le reste était normal. Et donc les OK. PG proposent un EMG. Un EMG. OK. Ben, on a pensé à la même chose. Donc, plus ou moins 25e jour des plaintes, il réalise un EMG en hospitalisation. Et vous voyez, au niveau du membre supérieur droit, qu'il y a une atteinte neurogène active sévère qui touche le deltoïde et le biceps. Donc, c'est le territoire C5, C6, avec des signes de dénervation. Donc, il y a des potentiels, enfin, il y a des décharges spontanées, des fibrillations et une perte de recrutement. Il y a des anomalies également à gauche, mais dans une moindre mesure. Et donc, il y a aussi une atteinte neurogène modérée du supra et de l'infraépineux, avec des anomalies suggestives d'une atteinte du nerf suprascapulaire. Par contre, il n'y a pas d'anomalie des nerfs distaux et la conduction nerveuse et motrice, la conduction nerveuse motrice et sensitive est normale.
Donc, la conclusion de cet EMG, c'est un tableau compatible avec une plexopathie brachiale bilatérale asymétrique. Et donc, en fait, rien qu'avec ça, on a le diagnostic. Le diagnostic, c'est celui du syndrome de Parsonage-Turner ou amyotrophie névralgique de l'épaule. Alors, c'est une inflammation du plexus essentiellement brachial, dont l'étiologie reste encore débattue, mais on suspecte que c'est une inflammation d'origine auto-immune, dont la première description va se faire en fait en 1897 par Feinberg chez un patient dans l'étude d'une grippe. Et il va falloir attendre l'après-guerre, en 48, où vous avez justement ces deux médecins militaires, Parsonage et Turner, qui ont décrit ce syndrome chez 136 soldats. Et vous voyez, j'ai retrouvé la publication ici originale de 48 dans le Lancet, où il décrivait ce syndrome donc chez des militaires. Alors, il y a trois phases classiques à ce syndrome. C'est tout d'abord la première phase, l'apparition brutale d'une douleur très violente au niveau de l'épaule qui va s'atténuer en quelques semaines. Et apparaît ensuite dans les quelques jours une paralysie périphérique des muscles, essentiellement de la ceinture du membre supérieur et du bras. Et donc vous voyez, c'est le dentelé antérieur, le trapèze, le deltoïde, le supral infraépineux, le biceps brachial et éventuellement le triceps brachial. Et la troisième phase est celle d'une amyotrophie qui est relativement importante et rapide, avec fréquemment une hypoesthésie, donc des troubles sensitifs au niveau de l'épaule atteinte, ce que le patient ici n'avait pas. La prévalence, elle est difficile à estimer. Vous voyez, il y a des études où ils montraient 1 pour 1000, d'autres 1 pour 100 000. Donc c'est quand même une grosse fourchette. Il y a une prédominance masculine. Ça peut être uni ou bilatéral, comme dans notre cas ici. Et c'est essentiellement une atteinte rapportée du plexus brachial. Mais parfois, vous pouvez avoir une atteinte du nerf phrénique, 8%, avec du coup des complications respiratoires, ou du plexus lombosacré, voire même encore plus rarement de nerf crânien. Alors, dans 50% des cas, comme d'habitude, on va pas trouver de facteur précipitant, mais vous avez quand même l'autre moitié des cas, 50%, où vous allez trouver une infection récente. Et c'est décrit notamment post-Covid, hein, comme beaucoup de choses finalement peuvent être déclenchées par le Covid, post-grippe, hépatite, Borrelia, herpès simplex ou zoster, le BV, le CMV, le HIV, mais aussi après vaccination. Vous avez des cas décrits après vaccination fièvre typhoïde, des cas après vaccination Mpox aussi plus dernièrement. Il y a des causes aussi post-traumatiques, post-chirurgicales, et vous avez également des origines post-immuno, post-chimio, post-radiothérapie, comme ça il n'y a pas de jaloux pour les traitements, et également pendant la grossesse. Alors, j'avais retrouvé aussi dans l'article original, vous voyez ici, dans les 136 cas décrits initialement par Parsonage et Turner, vous voyez au niveau des causes, vous avez dans les causes précipitantes, ben, à ce moment-là, il y avait quand même 12 causes chirurgicales, des traumas, mais beaucoup de causes infectieuses, vous voyez 71. Bon, ça a un petit peu changé depuis lors, puisque c'est sans doute plus la malaria le premier pourvoyeur, mais vous voyez des fièvres typhoïdes et d'autres infections. Vous avez la variole à ce moment-là, qui peut être remplacée maintenant par le Mpox. Alors, le diagnostic, comment il se fait? Ben, c'est un diagnostic, je vous ai dit, essentiellement clinique. C'est les trois phases assez typiques que je vous ai expliquées. La phase donc, de douleur aiguë, d'apparition d'un déficit et puis d'amyotrophie. Euh, Évidemment, l'EMG va pouvoir vous aider. C'est lui qui va montrer les signes d'atteinte de plexus et vous pouvez éventuellement, si vous avez accès à l'IRM dans un délai raisonnable, ce qui n'était pas le cas ici, voir soit l'inflammation du plexus en pondération T2, vous allez pouvoir voir vraiment l'inflammation, ou au stade un peu plus tardif, la myotrophie que vous auriez éventuellement loupé à l'examen clinique. Le traitement, ben, c'est un petit peu débattu dans la phase aiguë de donner en tout cas des corticaux. Si on est dans la phase vraiment d'amyotrophie, évidemment, ça paraît moins efficace. Maintenant, il n'y a pas d'études formellement qui donnent des recommandations claires. C'est surtout la prise en charge kiné qui va être importante. Et l'évolution, alors c'est aussi très variable selon les études, mais le plus souvent, elle est favorable en quelques mois, avec une guérison complète dans 75% des cas à 2 ans. Ça, c'est la partie plutôt optimiste. Il y a des études où c'est un peu plus pessimiste. Il y a quand même un risque de récidive chez un quart des patients et des risques évidemment de séquelles motrices si l'atteinte était très sévère. Alors, ça ne nous dit toujours pas, pour le cas clinique qui nous occupe, si on a trouvé une origine. Ce qu'il fallait peut-être remarquer, c'était cette cytolyse hépatique qui a amené à faire une batterie de tests sérologiques. Et vous voyez ici, vous avez une immunité vaccinale pour l'hépatite B, une sérologie hépatite C, HIV, SIF, Borrelia, NEG,
une immunité hépatite A, EBV, CMV, et vous avez la détection d'anticorps contre l'hépatite E, des IgM et des IgG, ce qui a conduit donc à retenir le diagnostic de syndrome de Parsonage-Turner post-primo-infection à l'hépatite E. Alors justement, ça me permet du coup de vous présenter un petit peu l'hépatite E, qui est une pathologie pour laquelle enfin, en tout cas moi, j'ai eu peu d'informations pendant mon cursus. J'espère que maintenant ça a peut-être changé parce que depuis 2018, il y a eu pas mal euh, d'évolutions. Et donc, on va faire un petit peu le tour de ce virus très intéressant qui, vous le voyez, a des manifestations parfois surprenantes. Alors, les premières manifestations de l'hépatite E, on les retrouve en fait dans les années 50, dans les années 70 en Inde, où il y a des épidémies d'hépatite à transmission entérale qui étaient dites non A, non B, puisque les deux hépatites connues à l'époque étaient testées et les patients revenaient négatifs. La deuxième chose qu'ils avaient remarqué, c'était qu'il y avait des formes particulièrement létales chez la femme enceinte, mais il a fallu attendre 1981 pour formellement identifier ce virus, et ça a été fait d'une façon assez surprenante parce que c'était des troupes soviétiques en Afghanistan qui étaient elles aussi touchées par des épidémies d'hépatite non A, non B de transmission entérale. Et parmi ces troupes, il y avait un scientifique russe qui a décidé d'ingérer les selles d'un patient atteint et il a lui-même développé une hépatite. Et c'est via ces selles à lui qu'on a détecté via microscopie électronique les particules donc, du virus de l'hépatite E. Il a fallu quand même attendre 1990 pour vraiment séquencer le virus à partir de billes de macaques infectés expérimentalement. Et c'est là qu'on a commencé donc à nommer ce virus le virus de l'hépatite E, les précédentes lettres de l'alphabet étant déjà utilisées et E étant pas mal pour la transmission, en tout cas entérale à l'époque. Alors, si on s'intéresse maintenant au virus, le virus est un virus à ARN qui fait partie de la famille des épéviridés. Bon, il y a une mauvaise... bon, il y a un petit bug au niveau de la présentation. Donc, famille des épéviridés, parmi lesquelles les souches donc, qui infectent l'homme font toute partie du genre Orthoepevirus. Et parmi ce genre, vous avez 4 espèces. Et les souches qui affectent l'homme sont essentiellement issues de l'espèce A. Et vous voyez, dans l'espèce A, on a déjà identifié 8 génotypes différents. Et c'est intéressant parce que, en fait, dans les génotypes 1 et 2, eh bien, ils ne vont affecter que l'homme. La transmission va être orofécale, comme décrite à l'époque en Inde, et responsable d'épidémies locales. Ça va être des hépatites de résolution rapide, jamais de forme chronique, et c'est dans ces cas-là qu'on a des hautes mortalités pendant la grossesse, jusqu'à 25%. Pour les génotypes 3 et 4, ben, on les retrouve de façon endémique chez le porc et chez le sanglier, et eux vont plutôt être responsables de zoonoses dans les pays dits développés, donc c'est ce qui va nous intéresser un peu plus ici. Et eux, par contre, peuvent causer des formes chroniques. Et puis, vous avez des génotypes 5 et 6 qui sont présents seulement chez le sanglier et des génotypes 7 et 8 qui ont été identifiés chez le chameau, les dromadaires. Et il y a un cas humain de transmission aux Émirats arabes unis chez un patient qui mangeait de la viande de chameau et qui buvait du lait de chameau. Et on a pu identifier qu'il était touché par ce génotype 7. Alors ça, c'est une autre présentation de l'arbre donc des génotypes où vous voyez le 3 qui touche l'homme, mais aussi le porc, le sanglier, mais aussi les gibiers. Et vous avez le 4 qui touche à peu près la même cible. Le génotype 1 et 2 qui, eux, sont des génotypes qui touchent plutôt l'Asie, l'Afrique, le Mexique et qui n'atteignent que l'homme. Vous avez d'autres formes plus distantes qui touchent d'autres animaux. J'y reviendrai par la suite. Au niveau épidémiologique, eh bien, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est la première cause d'hépatite virale aiguë dans le monde. Que ce soit dans les pays dits pauvres où il y a cette transmission donc, entérale, que dans nos pays en voie de développés, justement, où là, c'est une zoonose. Et donc, c'est généralement 50, en tout cas plus de 50% des cas d'hépatite virale aiguë. Alors, vous voyez le génotype 1 et 2, ben, comme je l'ai dit, c'est essentiellement l'Afrique, le sous-continent indien, le Mexique. C'est responsable de plus ou moins 20 millions d'infections par an, dont plus ou moins 3,3 millions vont être symptomatiques. Et ça cause quand même 70 000 morts par an. Vous avez le génotype 3 et 4 qui, lui, par contre, touche, vous voyez, l'Europe, les Amériques. C'est la zoonose donc, la plus fréquente dans nos pays et on estime à plus ou moins plus de 2 millions d'infections par an. Les chiffres en France, en tout cas en 2014, c'était plus ou moins au moins 2000 infections confirmées par an et 99% de ces infections, personne n'avait voyagé. Donc, c'est bien des cas d'acquisition euh, en Europe.
Alors, on estime sur les études de séroprévalence qu'en fait, un tiers de la population mondiale est infectée par ce virus. Alors, quelques petits mots sur les génotypes 1 et 2, parce qu'après, je vais me concentrer évidemment sur les 3 et 4 qui nous intéressent. Je me répète, mais c'est donc des génotypes qui n'affectent que l'homme. La transmission est orofécale via donc de l'eau contaminée, essentiellement dans les zones de mauvaises conditions sanitaires, en Asie, en Afrique, mais aussi des épidémies plus dernièrement dans les camps de réfugiés. C'est l'hépatite de l'adulte jeune. Cliniquement, vous n'allez pas savoir la distinguer d'une autre forme d'hépatite. Elle ne donne jamais de forme chronique, celle-ci. Et le taux de mortalité, je vous l'ai dit, chez la femme enceinte est de 25%, soit par hépatite fulminante ou par des complications obstétricales, de saignement ou d'éclampsie. Donc les mesures, c'est essentiellement des mesures d'hygiène, hygiène des mains, mais aussi accès à des sources d'eau sûres. Et les recommandations donc, de la Société européenne des bateaux, que je vous ai mis plusieurs fois ici sur les dias, sont que tout voyageur qui développe une hépatite au retour de régions endémiques pour ces deux génotypes-là soit testé pour l'hépatite E. Et la deuxième recommandation, c'est que les femmes enceintes qui auraient contracté un de ces deux génotypes doivent être transférées vers un centre spécialisé qui dispose d'un centre de transplantation hépatique. Alors, la transmission orofécale, donc pour les génotypes 1 et 2, mais je vous ai dit, la forme la plus fréquente chez nous, c'est la zoonose. Et donc, la transmission, elle se fait par la consommation de viande infectée, qui est soit crue ou mal cuite. Vous avez là une photo en fait de figataelles, donc c'est des saucisses à base de foie de porc qui sont très populaires en Corse, dans le sud de la France, qui sont responsables d'épidémies locales. Vous avez d'autres voies de transmission, notamment via contact direct avec les animaux, qui sont supposées sur base que en fait, la prévalence est beaucoup plus élevée chez les éleveurs d'animaux, les chasseurs, les vétérinaires. Et vous avez également une possibilité d'exposition environnementale. Alors, c'est ce qui est mis, enfin, ce qui est illustré sur le schéma ici. Donc, le virus de l'hépatite E, il touche plusieurs espèces, comme vous le voyez, mais vraiment, l'hôte primaire, c'est le porc. Le porc est asymptomatique quand il a l'hépatite E et malheureusement va l'excréter dans ses selles et c'est extrêmement contagieux. Et donc, vous allez rapidement avoir un élevage qui est complètement contaminé sans le savoir. Et donc, d'une part, il y a le contact par transmission directe avec éventuellement les éleveurs ou les personnes qui travaillent en contact direct, mais il y a aussi, via les matières fécales, une contamination de l'environnement qui peut se produire, et notamment si vous avez des rejets ou en tout cas des matières fécales qui entrent en contact avec éventuellement des cours d'eau à côté, vous pouvez avoir une transmission, et notamment via les crustacés, ou ça a été retrouvé aussi dans des plantations de salades qui étaient éventuellement à proximité d'élevages porcins. Donc il y a plein d'études super intéressantes là-dessus. Si vous tapez, vous trouvez plein de choses, notamment que le génotype 3 donc, se retrouve au sommet de la chaîne alimentaire au niveau de l'océan, puisqu'ils l'ont retrouvé chez des dauphins à Cuba, où ce n'est pas du tout une zone où normalement le génotype 3 est censé se trouver. Donc la preuve que probablement via la consommation de fruits de mer, en tout cas contaminés à la base de la chaîne alimentaire, il y a une transmission qui se fait. Et il y a même des moules qui ont été testés au Royaume-Uni où on montrait que 40% des moules qui se trouvaient euh, dans un centre près d'un élevage porcin étaient contaminés et portaient le virus de l'hépatite E. Il y a aussi des études françaises qui montrent que boire de l'eau en bouteille était un facteur protecteur euh, pour attraper l'hépatite E. Alors, de façon beaucoup plus récente, vous voyez un article du mois passé, avril 2025, dans le journal des pathologies. Vous aviez ce titre accrocheur. Est-ce que le virus de l'hépatite E ne serait pas, du coup, une nouvelle source d'inquiétude pour les contaminations? Alors, il y a des cas de ce virus qui sont décrits, notamment à Hong Kong, mais plutôt chez des patients immunodéprimés, et puis quelques cas quand même décrits en Europe. Alors, c'est un virus qui est différent. Il ne fait pas partie du groupe A, donc ce n'est pas un génotype différent que je vous ai présenté des 8 génotypes, puisque lui fait partie de l'espèce C. Et donc, le virus est un peu différent, mais il y a des cas de transmission. On ne connaît pas encore évidemment l'impact exact de tout ça. Et le petit challenge, c'est que, évidemment, comme le virus est différent, vos tests sérologiques et vos PCR pourraient louper ce virus qui présente quand même des caractéristiques légèrement différentes. La transmission via la transfusion, est-ce que ça existe? Oui. La plupart du temps, cependant, c'est asymptomatique. Mais comme je vous ai dit, il y a quand même des risques de forme chronique chez l'immunodéprimé, donc ça pourrait quand même poser problème chez certains patients. Et donc, l'impact en termes de santé publique, il reste débattu. Alors, vous voyez ici les séroprévalences chez les donneurs de sang.
Évidemment, le problème n'est pas le même partout parce que vous voyez une séroprévalence de 6% au Canada, donc clairement, eux, ils ne sont pas très inquiets par rapport à ça. Mais vous voyez des groupes comme dans le sud-ouest de la France ou les Pays-Bas qui a des séroprévalences beaucoup plus élevées. Et donc là, c'est source évidemment d'un peu plus de précaution. Alors, les recommandations de la Société européenne d'hépato, c'est que tout patient qui développe des anomalies de test hépatique après transfusion devrait être testé pour l'hépatite E. Et elle recommande également le screening des donneurs de sang par PCR. Alors ça, c'est pas fait partout, notamment pas en Belgique. Il y a des pays qui ont implémenté ça de façon systématique, notamment les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Vous avez un screening de toutes les poches pour ce virus. Et puis la France et d'autres pays qui sélectionnent en fait dans des cas particuliers, notamment pour des transfusions réservées aux immunodéprimés, de tester certaines poches. Et donc elles sont labellisées comme ne contenant pas d'hépatite E. En Belgique, c'est pas le cas. Vous voyez ici, donc, au niveau épidémiologique, il y a certains hotspots en Europe, notamment la région des Abruzzes en Italie, où vous avez une prévalence de 49%, mais aussi en Pologne, où vous avez une prévalence à 50%. Il y a aussi l'Allemagne de l'Ouest. Les Pays-Bas, je vous ai dit, où là, vous avez quand même 1 sur 100 donneurs qui est virémique. Et puis, vous voyez ici la répartition au niveau de la France, clairement une prédominance du sud de la France. Mais vous voyez que même en Belgique, on a des disparités, puisque la prévalence globale est de 5,8%. Mais si vous allez dans la région de Namur ou de Liège, eh bien, vous pouvez atteindre à Namur 14, quasi 15% de séroprévalence. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi il y a ces différences géographiques, sans doute liées à une partie de comportement alimentaire. Je vous ai dit, hein, certaines spécialités culinaires populaires dans le sud de la France. En Belgique, on pourrait se dire aussi, dans ces zones, plus de consommation de produits de gibier, de chasse, etc. Mais on n'a pas encore d'explication formelle quant à ces disparités. Alors, concernant la clinique, la forme aiguë, ça va être celle donc d'une hépatite aiguë, le plus souvent silencieuse. Vous n'allez pas vous en rendre compte. Et dans moins de 5% des cas, vous allez quand même avoir des formes symptomatiques. Alors, symptomatiques, ils peuvent avoir de l'ictère, une élévation des enzymes hépatiques, mais ça peut être modéré, et d'autres symptômes spécifiques d'hépatite que vous connaissez, hein, simplement fatigue, prurite, nausée, diarrhée. La plupart du temps, quand vous avez une immunité qui est bonne, vous allez clairer le virus complètement, et ça se fait tout seul. Donc, un suivi biologique simple est suffisant chez la plupart des gens. Mais il y a des évolutions vers l'insuffisance hépatique rares, mais qui existent. Et surtout, évidemment, si vous avez un foie déjà euh, fragilisé, et donc il y a des risques de décompensation d'hépatopathie chronique. Alors, l'immunité, il faut savoir, elle est non protectrice, c'est-à-dire que vous pouvez être réinfecté par la suite, mais généralement, vous ferez quand même des formes moins symptomatiques que la première fois. Et la particularité de ces génotypes 3 et 4, c'est qu'elles atteignent un peu plus l'homme, vous voyez 3 pour 1, âgé, puisque c'est une médiane de 63 ans, et elle est plus souvent symptomatique. Alors pourquoi plus souvent symptomatique? On suppose que parce qu'elle survient donc sur un terrain de stéatose ou de fibrose subclinique qui est par définition plus souvent présent chez l'homme âgé. Euh, les recommandations, c'est que tout patient qui présente des symptômes compatibles avec une hépatite aiguë doit être testé pour l'hépatite E. Ça, je pense qu'on ne le fait clairement pas assez dans les screenings d'hépatite. Et alors un niveau de preuve plus faible, mais elle suggère de rechercher l'hépatite E chez les patients qui présentent une décompensation aiguë inexpliquée d'une hépatopathie chronique. Alors justement, l'hépatite chronique, eh bien, quand votre immunité n'est pas bonne, là par contre, vous pouvez ne pas réussir à clairer le virus et développer la forme chronique. C'est, comme je vous l'ai dit, seulement pour les génotypes 3 et 4 à l'heure actuelle. Elle est définie comme la persistance d'une réplication virale à 6 mois, mais souvent, normalement, vous clairez le virus avant 3 mois. Et donc, si vous avez une PCR qui reste positive après 3 mois, il est fort probable que votre patient va développer une forme chronique, même s'il y a parfois des clairances tardives jusqu'à 6 mois. C'est pour ça que le cutoff est mis à 6 mois. Et c'est surtout décrit chez les patients transplantés. Vous avez maintenant d'autres cibles qui sont décrites, notamment les patients HIV, les patients hémato ou les patients rhumato sous immunosuppresseurs. Alors, un tiers de ces patients vont être symptomatiques, mais ça peut être juste de la fatigue, donc ce n'est pas très spécifique comme symptôme, avec une altération qui peut être très légère des tests hépatiques, même parfois tout à fait normaux. Et de nouveau, le challenge ici, c'est que votre sérologie pourrait être négative. Donc, il pourrait avoir des anticorps, en tout cas des IgG non détectables. Et donc, chez ces patients, vous allez avoir besoin de la PCR, que ce soit sur le sang ou sur les selles, idéalement les deux.
Et il faut savoir qu'un tiers de ces patients transplantés infectés vont avoir une hépatite résolutive, mais les 2 tiers qui restent vont par contre évoluer vers la forme chronique. Et donc les recommandations, c'est que il faut tester pour l'hépatite E tout patient immunodéprimé qui présente une altération inexpliquée de ces tests hépatiques. Alors, les manifestations extra-hépatiques, ben, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Vous le voyez ici, donc ça c'était dans la revue de 2018, vous aviez toute une série de manifestations neurologiques, dont la myotrophie névralgique de l'épaule, donc le parsonnage Turner. Vous aviez aussi des Guillain-Barré et d'autres atteintes neuro, essentiellement donc chez des patients immunocompétents, même principalement, plus de 90% des cas. Et c'était surtout lié à ce génotype 3 qui est présent du coup chez nous. Vous aviez des manifestations rénales de glomérulonéphrite membrano-proliférative ou extramembraneuse. Là, par contre, c'est plutôt chez l'immunodéprimé. Et la fonction rénale et la protéinurie ont tendance à s'améliorer une fois que vous traitez l'hépatite E. Certaines manifestations hémato, thrombocytémie, cryoglobulinémie aussi, plutôt dans les formes chroniques. Et alors, des cas plutôt décrits de pancréatite aiguë, mais ça, c'est uniquement pour le génotype 1, d'arthrite, de myocardite et même des thyroïdites auto-immunes. Et donc, les manifestations extra-hépatiques, c'est ce que je vous ai illustré aujourd'hui. Et vous voyez, en fait, c'est les principales. 5 à 10 des manifestations euh, extra-hépatiques sont neurologiques. Et vous avez en tête donc, la myotrophie névralgique de l'épaule, le parsonnage Turner, qui a été évalué dans une étude hollandaise et anglaise à plus ou moins 10 des cas de parsonnage Turner. Donc, ce n'est pas négligeable. Vous avez des Guillain-Barré, et là aussi, une étude, cette fois-ci belge, avait retrouvé que 8% de ces Guillain-Barré étaient en fait liés à une infection à l'hépatite E. Et puis, vous avez des cas d'encéphalite, de myélite, de mononévrite ou de paralysie de Bell. Alors, vous voyez la photo là en haut. Donc ça, on l'a peut-être appris en cours de sémiologie, la scapula alata. Donc, c'est le fait que cette scapula, qui normalement est collée au thorax, ben, se décolle, notamment quand le patient pousse contre le mur, qui donne cet aspect en aile. Et c'est lié donc à une atteinte du dentelé antérieur qui est censé maintenir la scapula contre le thorax quand vous avez une atteinte euh, du nerf thoracique long, donc dans certains cas de parsonnage Turner qui atteignent plutôt ce muscle. Dans tous les cas, c'est vos symptômes neurologiques qui vont dominer le tableau. Et donc, ce sont des patients qui n'ont pas d'ictère, qui présentent des anomalies, mais vous voyez, relativement mineures des tests hépatiques, qu'on voit finalement quand même relativement souvent en situation aiguë dans les biologies réalisées en salle d'urgence. Et donc, c'est pas si facile que ça, puisque vous n'allez pas être directement attiré par le foie, euh, en tout cas pas de façon bruyante. Les autres manifestations, je vous ai dit, rénales, surtout chez l'immunodéprimé, avec des glomérulonéphrite membrano-prolifératives, des extramembraneuses, et des manifestations hématologiques de cryoglobulinémie dans les formes essentiellement d'hépatite chronique et de thrombopénie. Alors, les recommandations de tout ça, c'est que il faut tester l'hépatite E pour tout patient qui présente un syndrome de parsonnage Turner ou un Guillain-Barré. Par contre, le niveau de preuve est plus faible, vous voyez, ces deux, et donc c'est suggéré de le rechercher dans le cas d'encéphalite ou de myélite. Dans tous les cas, tout patient infecté par l'hépatite E doit avoir un screening, en tout cas une recherche de protéinurie. Et si protéinurie il y a, alors il y a une indication de biopsie rénale pour exclure une atteinte euh, rénale. Si atteinte rénale il y a, alors il est suggéré de traiter cette hépatite E, puisque comme je vous l'ai dit, il est démontré qu'en traitant l'hépatite, le rein récupère. Alors, au niveau du diagnostic, mais donc c'est une maladie d'incubation relativement longue. Vous voyez quand même 15 à 60 jours d'incubation. Et vous allez, ben, dans un premier temps, avoir évidemment les IgM précoces, qui sont, vous le voyez, présentes ici, à partir, on va dire, de la troisième, quatrième semaine, au moment en fait où vous avez les symptômes. Donc, quand votre patient arrive avec les symptômes, théoriquement, vous devriez pouvoir, s'il est immunocompétent, détecter ces IgM. Elles persistent 3-4 mois, maximum 1 an. Et puis vont apparaître les IgG, qui normalement persistent plusieurs années, mais qui peuvent elles aussi disparaître. Vous voyez ici, l'ARN donc, est détectable dans les selles et dans le sérum déjà avant la phase symptomatique. Donc, il peut aussi disparaître si vous êtes en phase plus tardive. Mais donc, c'est plus précoce que les anticorps. Donc, comme je vous l'ai dit, les anticorps sont souvent indétectables chez les patients immunodéprimés avec une infection chronique. Et donc, chez eux, vous avez intérêt à plutôt utiliser la PCR. Et cette PCR, elle va vous donner en plus la quantification de la charge virale, ce qui va vous aider pour évaluer la réponse au traitement ou pour détecter une rechute.
Donc, le résumé est sous ce schéma ici. Votre patient est immunocompétent, vous faites une association, en tout cas en théorie, d'anticorps anti-IgM, IgG et la PCR. Si elle est positive, ben, vous avez votre diagnostic d'hépatite E. Si vous, par contre, votre patient est immunodéprimé, alors la sérologie a peut-être moins d'intérêt et il faut en tout cas, avant tout, avoir une PCR. Voilà, ça c'est les recommandations. Donc, combinaison sérologie PCR recommandée pour diagnostiquer une infection à hépatite E. Bon, vous l'avez vu, dans mon cas, la PCR n'était pas aussi facile à obtenir et donc on s'est basé sur une sérologie, mais le patient était immunocompétent, elle était positive, donc on a eu de la chance. Euh, Par contre, si vous cherchez une infection chronique chez un patient immunodéprimé, alors là, vous faites la PCR. Le diagnostic différentiel, vous voyez, est large. Dans les atteintes aiguës, vous avez le DILI, donc c'est mon nom de famille, mais c'est aussi les Drug-Induced Liver Injury. Et vous voyez, c'est le plus fréquent parce que vous avez, dans une étude, 13% en fait des diagnostics attribués donc à des hépatites médicamenteuses étaient en fait des cas d'hépatite E. Alors pourquoi? Parce que les patients âgés sont souvent plus, c'est les plus atteints et en plus ils sont souvent polymédiqués, donc il y a une source de confusion. Les hépatites auto-immunes peuvent aussi être un diagnostic différentiel parce que avec l'auto-immunité, vous pouvez avoir des cross-réactions et donc des anticorps faussement positifs. Vous voyez évidemment les autres diagnostics différentiels qui sont les autres infections, les autres hépatites virales. Et dans les diagnostics différentiels d'atteinte chronique, vous avez évidemment le rejet de greffe, de nouveau les médicaments, euh, évidemment la récidive de la pathologie initiale qui a justifié la transplantation, la maladie de Graft versus Host Disease, et donc aussi l'infection à hépatite E ou les réactivations EBV-CMV. Et donc la recommandation, c'est que tout patient chez qui normalement vous suspectez une atteinte hépatique liée à des médicaments, il devrait aussi être testé pour l'hépatite E. Vous voyez quand même un niveau de recommandation élevé. Alors, le traitement, ben, le traitement de la forme aiguë, comme je vous ai dit, habituellement, vous allez vous en débarrasser tout seul. Et donc, dans la très grande majorité des cas, il n'y a pas d'indication de traitement parce que vous allez éliminer le virus spontanément. Par contre, comme vous le savez, certains patients un peu plus fragiles peuvent évoluer vers l'insuffisance hépatique. Et donc, il y a un intérêt, dans certains cas très particuliers, de patients qui ont des hépatopathies sous-jacentes, de peut-être proposer un traitement. Lequel, ben, c'est la ribavirine. Donc, où vous avez quelques case reports disponibles, où vous avez une normalisation rapide des tests hépatiques et un ARN qui devient indétectable en seulement quelques jours. Donc, c'est un analogue nucléosidique qui va interférer donc, dans la chaîne du cycle cellulaire. Et donc, vous avez des corticoïdes qui sont proposés dans certains case reports, mais il n'y a pas assez de preuves pour recommander leur utilisation de façon systématique. Donc, les recommandations, mais vous voyez de nouveau un niveau de preuve assez faible, c'est que la ribavirine peut être considérée en cas d'hépatite sévère ou de décompensation aiguë d'une hépatopathie chronique. L'hépatite chronique, comme je vous ai dit, 2 tiers des patients ils vont évoluer rapidement vers une forme chronique qui donc évolue vers la fibrose et à terme nécessite une transplantation hépatique. Et la première chose que vous allez essayer de faire, si évidemment c'est possible, c'est de réduire l'immunosuppression. Parce qu'en réduisant l'immunosuppression, vous avez déjà 1 tiers des patients chez qui ça va suffire pour rétablir l'immunité et clairer le virus. Euh, Par contre, dans les 70% de cas, vous allez utiliser d'abord la ribavirine à la dose de 10 à 12 mg kg pendant 3 mois, qui, elle, normalement, a un taux de succès de 80, voire même 90% chez les transplantés d'organes. Si malheureusement ça ne marche pas, vous avez des traitements de seconde ligne, l'interféron pégylé alpha, mais seulement chez les transplantés hépatiques, car il y a un risque de rejet trop important si on l'utilise chez les autres transplantés d'organes. Et donc ça, c'est le résumé du traitement de la forme chronique. Donc, a priori, essayez, si vous avez l'accord en tout cas du greffeur, que la situation est sous contrôle, essayez de réduire l'immunosuppression. 1 tiers des patients pour lesquels ça va suffire. Soit vous n'avez pas de clairance du virus et donc vous faites un traitement de 3 mois de ribavirine en monothérapie. Vous avez vos PCR 100 et celles qui sont négatives, très bien, le patient est guéri. Si vous n'avez pas de réponse au traitement ou qui rechute après avoir interrompu la ribavirine, eh bien, vous recommencez 3 mois de ribavirine en monothérapie pour faire un total de 6 mois. Si malheureusement, ce n'est pas suffisant ou ça n'avait déjà pas été induit une réponse la première fois, alors vous passez au traitement de seconde ligne
l'interféron pegylaé alpha pour 3 mois, seulement chez les transplantés hépatiques. On n'a malheureusement pas beaucoup d'autres solutions chez les autres transplantés d'organes. Alors, au niveau des autres alternatives, a été évoqué à un moment le sofosbuvir, donc le médicament utilisé dans l'hépatite C, parce qu'il avait une activité in vitro, mais les études in vivo n'ont pas montré de réel intérêt. Il y a certains case reports où vous voyez un effet positif, en tout cas synergique de l'adjonction de zinc pour notamment son effet antioxydatif. Et plus récemment, vous avez le niclosamide, qui est un anti-helminth utilisé notamment pour les ténias, qui a montré une activité in vitro, mais dont le rôle in vivo doit encore être démontré. Et de même pour l'isocotonoïne, qui est un antiviral, un inhibiteur de heat shock protein, qui doit aussi être testé in vivo, mais qui a montré une activité in vitro contre le virus. Alors, maintenant, comment prévenir? Comme je vous ai dit, pour les formes 1 et 2, c'est surtout l'hygiène, donc un bon lavage des mains. Il y a de rares cas de transmission verticale euh, et aussi de rares cas de transmission par voie sexuelle. Euh, pour la forme zoonotique, c'est éliminer donc, le virus après 2 minutes à 70 degrés. Et il y a un vaccin qui a été développé en Chine en 2011 et qui est autorisé donc, chez le patient adulte avec 3 injections sur 6 mois d'intervalle, avec une relative bonne efficacité, puisque vous voyez 95% à 1 an, 87% à 5 ans. Et donc, il a été développé en Chine, surtout pour les génotypes 1 et 4. On ne connaît pas bien son implication dans le génotype 3, donc en Europe. Et donc, il n'est pas disponible en Europe. Finalement, sur la carte initiale que je vous avais présentée en Chine, maintenant, c'est le génotype 4, donc la forme plutôt zoonotique qui émerge, alors qu'avant, c'était le génotype 1, sans doute parce qu'il y a une amélioration des conditions sanitaires, et donc il y a une pression écologique négative sur ce génotype 1 qui est remplacé par le 4 là-bas, et donc qui est plutôt le profil qu'on a dans les pays comme chez nous. Et donc, les recommandations, c'est que tout patient immunodéprimé ou souffrant d'une hépatopathie chronique devrait éviter la consommation de viande crue ou insuffisamment cuite, notamment de porc, sanglier, gibier et même de crustacés. Et alors, les patients immunodéprimés ne devraient consommer que de la viande cuite à plus de 70 degrés. Alors, pour conclure, comme j'espère que vous allez retenir, donc il y a 2 profils épidémiologiques complètement différents. Les génotypes 1 et 2, donc un virus strictement humain qui se transmettent de façon orofécale, surtout dans les pays pauvres, et les génotypes 3 et 4, qui est la zoonose la plus commune dans nos pays, la transmission via une viande contaminée ou par contact direct, et surtout donc dans nos pays. C'est la première cause d'hépatite aiguë virale dans le monde et la première zoonose dans nos pays. Et donc, c'est une infection qui est fréquente, qu'il faut rechercher devant toute élévation des transaminases. Ça révèle évidemment, comme beaucoup de choses, souvent une fragilité sous-jacente. Et les IgM, comme je vous ai dit, sont parfois suffisantes chez l'immunocompétent, comme dans le cas ici, où vous aviez le cas d'un jeune de 36 ans sans gros problème de santé. Mais la PCR sera nécessaire chez l'immunodéprimé. Les manifestations extrahépatiques neurologiques sont les plus fréquentes, hein, j'espère l'avoir bien illustré avec ce cas-ci. Et donc, elles vont dominer le tableau, alors que l'anomalie des tests hépatiques, vous l'avez vu, est parfois simplement mineure. Le risque d'infection chronique, c'est quand même 66% chez le transplanté d'organes, donc ce n'est pas négligeable. Et le traitement de l'infection chronique, comme je l'ai dit, la première chose, c'est la réduction de l'immunosuppression, et puis c'est la ribavirine. Prévention dans les pays riches, notamment hygiène, et donc c'est cuisson à cœur de la viande de porc et de gibier, et quelques rares cas, évidemment, parce que le virus est excrété dans les selles, euh, et donc quelques rares cas de transmission verticale, mais donc port de gants pour limiter la transmission par contact, mais c'est surtout la forme évidemment 1 et 2 qui est concernée par ceci. Si on revient au cas clinique initial, l'évolution était globalement positive parce que donc il a été pris en charge par kiné exclusive, on n'a pas mis de cortico, et il a une récupération quasi totale à 6 mois, parce que vous voyez, il avait donc encore un tout petit déficit au niveau du deltoïde droit, mais tous les autres muscles avaient entièrement récupéré. Il partait, je vous rappelle, de 2 sur 5 au moment où on le voit. Donc c'était une évolution plutôt favorable. Ben, merci, c'était super, bien présenté. Ben voilà, donc un personnage Turner, une fois qu'on en a vu un, on l'oublie plus, ça reste dans un tiroir de la tête et c'est facile de s'en rappeler après. On avait eu 2 cas, je pense, il y a quelques années aussi. Je n'avais pas le souvenir qu'on pouvait éventuellement, dans certaines indications, les traiter par ribavirine parce que à l'époque, donc je sais pas, c'était il y a 4 ans, quelque chose comme ça,
On avait fait un grand tour, on avait discuté avec les gens du labo qui étaient là. Ils nous demandaient quand même, malgré que c'était déjà la première cause mondiale, de faire d'abord la recherche des virus C et B avant de demander le E. Mhm. Je ne sais pas, peut-être que ça demande une discussion nouvelle. Et je ne sais pas de quand date la littérature à propos de la ribavirine, parce que dans mon souvenir, je n'avais pas cette notion. Maintenant, s'il y a un traitement éventuel, Donc, dans les formes aiguës, c'est très très rare. limité, hein, très Ouais, sélectionné à des cas vraiment. Donc, typiquement, pas le jeune de 36 ans en bonne santé, même s'il a des manifestations extra-hépatiques. ouais. C'est vraiment dans les cas de gens qui pourraient évoluer vers une forme fulminante et qui donc ont soit une hépatopathie chronique et qui ne sont Et, pas aussi fit que le patient présenté et ici. Et les... la littérature, enfin, en tout cas, les recommandations de l'EASL, c'est 2018. Ok. Mais depuis lors, il y a encore énormément de littérature disponible, mais pas de révision des guidelines. Ouais. Parce que je ne nous vois pas non plus, nous qui faisons aussi les cas de gastro en Mm. hospitalisation, nous refaire une sérologie achevée Ouais, chez à tout le chaque monde. fois qu'un cirrhotique décompense. Ouais. Donc, Après, pour les autres, en tout cas, hépatite virale, c'est vrai qu'on a le résultat tellement rapidement qu'on pourrait se permettre de le faire d'attendre en deux effectivement le temps. BEC parce que le Ouais. lendemain, on a le résultat. Donc, Ouais. il pourrait être piqué le lendemain en cas de. Juste un petit commentaire pour suivre ton observation de la décompensation de la cirrhose. Mais les recommandations recommandent qu'on fasse la recherche d'hépatite E en cas de cirrhose décompensée sans cause apparente. Mhm. Donc, c'est pas la première ligne, mais bon, il faut tenir en compte. Lorsqu'il y a des symptômes neurologiques qui peut-être sont auto-immuns, est-ce que dans ces cas-là, donner des gamma-globulines ou autres sont efficaces comme on le fait dans les Guillain-Barré Ouais, il y pour cette a certains infection? case reports où ils expliquent l'avoir utilisé avec des résultats variables. Mais donc oui, il y a des gens, il y a des case reports d'utilisation d'immunoglobulines, certains chez qui ça a marché, d'autres pas, mais il y a pas de revue systématique ou de choses un peu plus. C'est un syndrome rare, donc on n'a pas beaucoup de données. Est-ce qu'il n'y a quand même pas d'indication dans ces manifestations neurologiques de traiter quand même par antiviraux? Non. Dans les recommandations, non, parce que du coup, on est plutôt, comme beaucoup de maladies, dans la phase plutôt déclenchée par l'infection, mais la phase plutôt immunologique et auto-immune, post-virale. Et l'infection, du coup, n'est plus vraiment celle qui est active, mais c'est plutôt la réaction déclenchée qui l'est. Et donc, c'est pour ça que les corticoïdes sont plutôt proposés dans la phase d'atteinte pour calmer la réaction, beaucoup moins finalement que le traitement antiviral. Même si on regarde la littérature, on voit que ce virus, donc évidemment, a une forte attraction pour le foie, mais on le retrouve aussi dans le LCR. Et donc, il infecte visiblement les cellules nerveuses. Et donc, il y a un caractère neurotrope de ce virus, mais on l'a retrouvé aussi dans les placentas, dans le rein. Donc, c'est un virus qui a quand même la capacité de toucher beaucoup d'organes. Donc, mais oui, j'ai pas vu de. En tout cas, ils ne recommandent pas de traiter par antiviral, même les gens qui ont des manifestations euh, extra-hépatiques en lien avec. Sauf, comme je l'ai dit, dans le rein, où là, on a montré que les gens qui développaient une glomérulonéphrite ben, récupéraient simplement en traitant l'infection virale. Donc là, il y avait une indication de ribavirine pour les gens qui ont une atteinte rénale. Il y a des commentaires du chat. Encore une question. Alors, on va terminer ici. Merci et à la semaine prochaine.